Donc effectivement, mon intervention s'appelle Refaire de l'élevage, pourquoi, comment et avec qui. Et je commencerai par poser le contexte critique un peu énoncé aussi à l'instant. Contexte critique des activités d'élevage. Alors l'élevage, aujourd'hui, c'est une calamité en fait. Une calamité pour la planète, une calamité pour la santé, une calamité pour les animaux, et qui amène en fait au développement de propositions qui visent à une agriculture sans élevage. Alors pourquoi l'élevage est une calamité pour la planète? En fait, ça l'est depuis 2006, depuis le rapport de la FAO Livestock Long Shadow. Parce que vous voyez, c'est à partir de 2006, en fait, de ce rapport que l'élevage est pointé du doigt pour sa responsabilité dans les gaz à effet de serre, mais aussi pour son impact sur la pollution de l'eau, sur la réduction de la biodiversité, etc. Je vous renvoie à ce rapport qui est une charge critique contre l'élevage énorme. Et ce rapport a été repris depuis régulièrement par les auteurs critiques de l'élevage. Alors l'élevage depuis récemment est aussi une calamité pour la santé. Je pense que vous le voyez dans tous les magazines, journaux télévisés, radio, avec une focalisation sur la viande. C'est-à-dire c'est la viande qui est aujourd'hui mise en accusation parce que elle provoquerait le cancer du côlon, elle serait cancérigène, elle provoquerait des maladies cardiovasculaires, elle serait cause d'obésité, de diabète et d'antibiorésistance. Alors c'est intéressant de noter que c'est vraiment la viande qui fait l'objet de toutes ces critiques, bien plus que les produits animaux dans leur ensemble. Même s'il y a eu depuis longtemps des critiques sur le lait comme aliment pas forcément bon. Et l'élevage est aussi évidemment une calamité pour les animaux. Alors cela depuis le développement de l'éthique animale, donc fondé sur un ouvrage qui s'appelle Libération animale, qui a été écrit en 1975 par un philosophe australien, et donc qui théorise la libération des animaux, et la domestication en fait comme crime originel de l'humanité. Ce qui amène aujourd'hui, je vais revenir un peu après, à considérer que finalement, après 10 000 ans de domestication, les animaux deviennent non comestibles. Alors ils sont plus comestibles, en fait, parce qu'ils ont changé de statut, du fait de cette éthique animale et des critiques qui pèsent sur l'élevage à cause de ses impacts sur la planète et sur la santé. Donc, ces animaux sont devenus des prochains. Donc, évidemment, on ne tue pas son prochain et on mange encore moins. Alors, il y a à la fois un enjeu au travers de l'éthique animale, évidemment, sur le statut des animaux et de fait sur nos relations de domestication, et pas seulement sur la viande. Donc, il y a la viande qui concentre la focalisation du point de vue de la santé, la planète du point de vue de l'environnement, et donc les animaux qui seraient les victimes de notre barbarie millénaire. Et donc ça va assez loin dans la critique en fait de ces relations domesticatoires, parce qu'il y a même des auteurs qui cherchent à interroger la prédation et le fait que est-ce que c'est bien que les lions mangent des gazelles, est-ce qu'on ne pourrait pas réorganiser tout ça de manière plus pacifique. Plus simplement, cette conjonction de critiques sur l'élevage amène en fait clairement à un processus qui vise à se débarrasser des animaux de ferme. C'est une manière à la fois de régler les problèmes d'environnement et puis le problème moral que pose la mort des animaux. Et donc, il y a un processus en cours, après 10 000 ans de domestication, qui vise à exclure les animaux du travail, d'une part. Alors, on va commencer par les animaux de ferme, parce que donc, si c'est la viande qui cristallise la critique, c'est évidemment parce que ça concerne les animaux de ferme, et on verra après pourquoi.
mais aussi plus largement donc, tous les animaux domestiques, puisque si c'est mal de s'approprier une vache, bah, c'est mal aussi de s'approprier un chien. Et donc, globalement, c'est toutes nos relations domesticatoires avec les animaux qui sont dans la ligne de mire des libérateurs des animaux, avec quand même un constat qui est que ce rapport Livestock-Longchamp, ni tout ce qui est dit sur la dangerosité de la viande, ni ce que disent les défenseurs des animaux ne font la différence entre l'élevage et les productions animales, entre élever les animaux et les produire. Chose qui est un point qui est extrêmement important, puisque c'est un rapport de travail aux animaux à la fois très différent du point de vue de l'histoire et très différent du point de vue des relations de travail. Alors, ce qui vient à l'esprit quand on constate cette critique unanime contre l'élevage et les rapports de travail aux animaux de ferme, c'est vraiment la question qui vient, c'est pourquoi maintenant? Parce que c'est voilà, 10 000 ans d'histoire avec les animaux, 10 000 ans d'élevage, et puis d'un seul coup, là, tout ça devient insupportable et il faut tout jeter aux orties. Alors pour revenir justement à cette différence entre élever les animaux et les produire, et rappeler, je pense que c'est très important parce qu'on dit souvent que l'industrialisation de l'élevage a commencé après la guerre parce qu'il fallait nourrir le monde, parce que voilà, il fallait reconstruire l'élevage français, etc. Et que du coup, les systèmes industriels, voilà, l'industrialisation de l'élevage et de l'agriculture, c'était la clé de la modernisation. En fait, pour ce qui concerne l'élevage, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, si on regarde, si on a un point de vue historique sur les choses, on voit que cette industrialisation, vraiment, elle est concomitante de la naissance du capitalisme industriel au XIXe siècle. Et c'est vraiment cette transformation du rapport à la nature et au monde, qu'est le capitalisme, qui fait que les animaux de ferme et les autres animaux aussi changent de statut. C'est-à-dire que, pour faire court, au milieu des années du XIXe siècle, alors il faut imaginer que la société se transforme énormément. Il faut voir par exemple dans les romans de Zola, de Dickens, de tous les auteurs du XIXe siècle qui décrivent comment la société a changé avec l'industrialisation. Et Dickens, vraiment, on le voit fort bien parce qu'il décrit comment les paysans sont devenus en fait des prolétaires dans le monde industriel et ont rempli les usines et les taudis des grandes villes, quoi. Et en même temps, dans ce processus, il a aussi impliqué des animaux. Et donc il y a à ce moment-là l'idée, très liée au capitalisme, que toute la nature est ressource. Il faut voir que c'est l'époque où on construit on va chercher le charbon, enfin voilà, on perçoit que derrière tous les éléments naturels, il y a des profits à faire. Et donc, il y a des gens qui s'avisent que les animaux, là, dans les mains des paysans, ils ne font pas grand-chose, et que on pourrait là aussi, l'animal, c'est une ressource, donc on pourrait en tirer bien plus de profit que ce qui est fait. Et donc, je résume un peu, mais il y a la naissance d'une discipline complètement sortie de rien du tout, construite ex nihilo, qui est la zootechnie, dont les cadres théoriques se trouvent dans la biologie et dans l'économie, et qui conceptualise le travail avec les animaux de ferme comme un rapport qui doit générer du profit. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on conceptualise l'animal de ferme comme une machine animale. Et le travail des producteurs, alors à l'époque, même on dit que les paysans, c'est des animaliculteurs. Et puis les ingénieurs agronomes, et tout ça, c'est des ingénieurs des machines animales. C'est-à-dire on a une vision de rapport de travail aux animaux, en fait, à cette époque-là, très industrielle, très rationnelle, très fondée sur la recherche de la performance et du profit. Et donc, ces zootechniciens, et je vous encourage à les lire, il y a plusieurs manuels de zootechnie de cette époque qui sont sur Gallica, qui sont en ligne, donc on peut les lire, c'est vraiment passionnant.
Et donc c'est à cette époque-là, par exemple, qu'est conceptualisé le fait que l'agriculture, c'est pas un tout, mais il y a des productions végétales, il y a des productions animales. C'est de Gasparin, là, qui était directeur de l'Institut national d'agronomie, qui a fondé tout ça. Alors il faut voir que c'est très important, parce que du coup, on scinde on scinde en deux l'activité agricole, alors qu'elle était une, évidemment, pour les paysans. Et donc, il y a aussi quelque chose qui est souligné par ces zootechniciens, c'est que l'élevage, contrairement à ce que disaient les agronomes à l'époque, c'est pas un mal nécessaire. Donc, à l'époque, les agronomes disaient que l'élevage était un mal nécessaire pour fournir le fumier, etc. Et donc, les zootechniciens disent non, c'est pas un mal nécessaire, au contraire, ça peut être une activité potentiellement très très rentable. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de cette machine animale, donc, qui est désubjectivée, puisque du coup, cet animal de ferme, c'est plus un partenaire des paysans, c'est la machine sur laquelle il va exercer son ingéniosité, sa puissance productive. En fait, il y a une transformation du but du travail, c'est-à-dire qu'au lieu d'élever les animaux, on va produire la matière animale. Et c'est vraiment dit comme ça, c'est-à-dire que l'animal, il sert à produire l'animal, à produire la matière animale, comme par exemple, et c'est les analogies, les comparaisons qu'ils font, comme on extrait le charbon de la terre, on va extraire la matière animale de l'animal. Donc c'est bien ça, c'est la production animale. Voilà, alors ce qui est embêtant, très embêtant, et même qui a des répercussions très largement aujourd'hui, c'est que tous ces théoriciens, ils s'emparent de cette activité des paysans à leurs animaux, ils la théorisent avec des concepts, avec des objectifs et tout ça, et ils disent, voilà, la zootechnie, c'est une théorie de l'élevage. D'ailleurs, on le voit encore dans les manuels, dans les définitions de ce que c'est que l'élevage et la zootechnie. Voilà, la zootechnie, c'est la science de l'élevage. Elle se dit science de l'élevage. Évidemment, en fait, c'est une science des productions animales. C'est vraiment une discipline qui se crée elle-même et qui conceptualise la façon dont elle voit l'élevage. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité, forcément. C'est vraiment un appareil théorique complètement au service de la visée productive et financière de ces zootechniciens. Et donc, en fait, ça a des répercussions importantes parce que si l'animal est une machine animale, évidemment, on exclut tout ce qui est affectivité. Mais on voit dans les manuels que les zootechniciens insistent sur le fait que voilà, faut pas faire de sensiblerie. Voilà. En fait, à l'époque, c'est très contradictoire parce que d'un côté, ces zootechniciens théorisent l'animal-machine, il ne faut pas être sentimental, il ne faut pas perdre son temps à regarder les animaux, là. Il faut être productif, et ils cherchent dès cette époque à réduire les temps improductifs, comme on le verra 100 ans après. Et il faut aussi, alors évidemment, réduire les rapports moraux aux animaux et quelque chose de plus subtil qui est le rapport esthétique aux animaux, chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Par exemple, là, il y a eu une votation en Suisse récemment sur les cornes des vaches. Voilà, c'est des choses qui ont été... le rapport esthétique aux animaux, il a été annihilé à cette époque-là en disant que voilà, une belle vache, on s'en fout de quelle couleur elle est, on s'en fout de la taille de ses cornes et de leur forme. Une belle vache, c'est une vache qui produit, un point c'est tout. Et donc voilà, ce cadre théorique construit tout ça. Un rapport de travail aux animaux vraiment inscrit dans le capitalisme et la recherche du profit. Avec, on peut le souligner, puisque il y a Vétérinaires sans frontières, une part d'action des vétérinaires dans ce processus qu'on retrouvera d'ailleurs au XXe siècle. C'est-à-dire que les vétérinaires, à l'époque, c'est les missionnaires du progrès agricole.
C'est eux qui doivent porter dans les campagnes la parole zootechnique. Et d'ailleurs, en grande partie, les vétérinaires se sont construits comme discipline à cette époque de la même façon que les zootechniciens, à partir de la science, en témoignant de la scientificité de leur pratique. Parce qu'à l'époque, dans le milieu de la science vétérinaire, c'est plutôt construite à la fin du 19e, mais il faut voir qu'au milieu du 19e, il y avait les maréchaux Ferrand, qui étaient des gens. Là aussi, il y a des manuels très intéressants de maréchaux Ferrand sur Gallica, où on voit que ces vétérinaires ressemblent assez aux vétérinaires homéopathes aujourd'hui, c'est-à-dire avec une relation individuelle aux animaux et des thérapies thérapeutiques à base de phytothérapie, etc. Et évidemment, dans cette ferme, il y avait peu d'animaux. La relation des paysans et leurs animaux était très, très individuelle, et les maréchaux Ferrand, évidemment, aussi. Ils avaient, donc, avec la zootechnie, c'est la construction de ces deux sciences, la science vétérinaire et la science des machines animales. Il y a une route qui prennent ensemble pour transformer en fait l'élevage. Et donc, en fait, tout ça est conceptualisé à cette époque, mais reste assez souterrain, parce qu'il y a des essais de mise en acte concret de ces théories, mais en fait, ça ne marche pas et les animaux meurent. On le voit par exemple dans les essais de Caillebotti, dans les essais de différents systèmes. Pour rassembler les animaux, raccourcir les délais de production, etc., les cycles de production. C'est après la guerre, et notamment avec la diffusion des antibiotiques, que vraiment là, ça change et que tout ce qui a été conceptualisé au XIXe siècle devient en fait possible. Et grâce aux antibiotiques, à d'autres choses comme aussi les vitamines de synthèse, évidemment, puisque quand on enferme les animaux, il faut complémenter en vitamines. Et donc, après la guerre, 100 ans après, voilà, toutes ces théories prennent corps dans le réel et ils construisent ces systèmes industriels. Avec quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque, quand on lit les manuels de zootechnie du XIXe siècle, il y a à la fois cette idée que les animaux sont des machines. Voilà, les animaux, un animal, c'est une machine animale. Mais en même temps, il y a une petite réserve. Par exemple, les zootechniciens disent que l'animal c'est une machine, mais du fait de sa fonction. C'est-à-dire, les zootechniciens d'époque ne prennent pas au premier degré en fait ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est une machine animale. On dit que c'est une machine animale parce que c'est sa fonction. Sa fonction, c'est d'être une machine dans le cadre de cette production rationnelle, mais en fait, on sait bien que c'est pas une machine. C'est une machine, voilà, jusqu'à plus ample informée en fait. Et il y a quelque chose de très contrasté dans les manuels de zootechnie. Il y a toute une partie théorique au départ sur la machine animale, le profit, la production et tout ça. Et puis quand on voit la partie pratique, la zootechnie appliquée par les mêmes auteurs, là c'est complètement différent. Là on retrouve des vrais animaux avec des questions sur leur intelligence, leur sensibilité, etc. Donc c'est très contrasté. Par exemple, il y a un zootechnicien au début du XXe qui s'appelle De Chambre qui dit que oui, les animaux sont intelligents, oui, les animaux sont sensibles, bien sûr, tout le monde le sait, voilà, mais parce qu'il faut entrer dans la modernité, dans la production, il y a déjà l'idée que la France doit avoir sa place dans les marchés internationaux, etc. En fait, il faut réduire cette intelligence des animaux, et il faut en faire des automates qui ne feront que ce qu'on leur aura demandé. Et donc, voilà, il y a une nuance entre les théories et puis le fait que les animaux, en fait, en vrai, ne sont pas des machines. Mais l'organisation du travail en fait des machines jusqu'à plus ample informées, c'est ce qu'ils disent.
Donc à partir en milieu du XXe, là ça change, parce que la mise en place des systèmes industriels nécessite, contrairement au XIXe siècle, que cette proposition d'animal-machine soit prise au sérieux si on construit des systèmes industriels. Et là, il y a vraiment quelque chose qui change du point de vue des rapports à l'animal, c'est que cette machine animale, elle est prise au premier degré. Effectivement, dans un système industriel, l'animal est considéré comme une machine. D'ailleurs, je vous renvoie au film très beau, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais qui s'appelle Notre pain quotidien, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, qui décrit exactement ce que c'est que et l'agriculture industrielle et l'élevage industriel. L'élevage industriel, un oxymore, parce que si on fait de l'élevage, on n'est pas dans l'industrie. Donc ce rapport à l'animal absolument désincarné, désaffecté, désubjectivé, qui est l'application exacte des théories de la zootechnie du XIXe siècle. Et donc en France, à partir des années 60, c'est le développement de la production agricole, et années 70, de la production porcine. Alors, production porcine, qui a un cas d'école intéressant, puisqu'elle naît vraiment en tant que production industrielle à partir du plan de rationalisation de la production porcine en 1970. Vraiment, il faut voir que, par exemple, au XIXe siècle, quand on propose la production porcine, quand on lit les manuels de zootechnie, justement, toute la partie pratique, zootechnie appliquée, qui parle des animaux, il y a un nombre de races, de sous-races de porcines incroyable. C'est la moitié d'un manuel de zootechnie appliqué sur les porcs de ces zootechniciens, en fait, est consacré aux races, parce que c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a un ensemble, des grosses catégories. Après, dans ces grosses catégories, il y a des sous-catégories. Par exemple, la race périgourdine, enfin les populations du Périgord qui sont divisées en sous-populations en fonction des départements, des régions, enfin, des sous-populations encore plus locales. Et en fait, il y a vraiment énormément de races de cochons, par exemple, au milieu du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe d'ailleurs. Et à partir des années 70, et même après la guerre, malgré qu'il y a eu énormément de décrémage entre-temps, il reste énormément de races de cochons différentes et très locales au moment de la sortie de la guerre. À partir de ce plan de rationalisation, vraiment, c'est vraiment la déconfiture, quoi. Et les décideurs de l'époque prétendent faire de cette production porcine un modèle de système industriel rationnel, efficace, compétitif, etc. Et ils y mettent les moyens. Et donc on peut constater qu'ils ont réussi, parce que de ces dizaines, centaines de races qui existaient avant, il en reste 6, qui font 2000 reproducteurs en tout, et tout le reste des animaux, c'est des souches issues de la sélection industrielle, qui sont promues comme des voitures sur les sites internet des organismes de sélection. Et donc voilà. Et cette production porcine, donc, elle s'installe sur la destruction en fait de l'élevage des porcs paysans, mais d'une manière extrêmement violente. J'ai rencontré des éleveurs de porcs qui avaient participé à ce processus industriel, et ils décrivent vraiment une dynamique très virulente et violente. Et donc, petit à petit, ces systèmes industriels paraissaient l'erreur, en fait, parce que ces vétérinaires, ces paysans, ces techniciens agricoles qui se mettent à construire ces systèmes dans les années 70, ils ne savent pas en fait ce qu'ils font. Enfin, ils tâtonnent, donc il y a des maladies. Je vous engage à regarder ce qui est écrit à l'époque. Il y a énormément de maladies, donc les animaux meurent, donc il faut chercher un virus par ici,
un truc par là. Enfin, c'est vraiment du bricolage qu'on fait, du bricolage qui engage des tas de gens, évidemment, et puis notamment, mais là je vous renvoie au film de Jean-Louis Le Tacon, Cochon qui s'en dédie, où on voit voilà, un producteur, un éleveur sans terre, comme on disait à l'époque, voilà, qui s'enroule dans ces systèmes industriels et qui va lisser sa peau, en fait, parce que c'est à la fois, il y a des maladies, il y a quelque chose, mais qui reste très présent en lui, c'est la gestion de la merde, quoi. Et donc, dans ce film, on voit cet éleveur qui est débordé par le nettoyage sans arrêt recommencé des déjections des animaux, et puis leur fragilité, évidemment. Enfin, c'est un film qui a eu un grand succès critique en termes de cinéma à l'époque, et qui a été évidemment très critiqué par les modernisateurs, parce qu'il donnait une image de la production assez calamiteuse. En même temps, aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, il est très intéressant comme témoin de ce qui se passait à l'époque, puisque c'est comment Le Tacon a suivi un éleveur qui s'installait à ce moment-là. Et donc en même temps que s'installent ces systèmes industriels, s'installe la critique des systèmes industriels. C'est-à-dire que, et ça aussi depuis le 19e siècle, quand la zootechnie naît au milieu du 19e, donc il y a cet enrôlement des animaux, alors enrôlement des animaux de ferme hein, dans la production agricole, mais aussi par exemple enrôlement des chevaux qui étaient l'animal des aristocrates, ils se retrouvent à tirer des omnibus, à descendre dans les mines, etc. Et donc, voilà, à la fois, il y a un enrôlement des animaux dans la production, un enrôlement violent, tout autant que l'enrôlement des humains, et la critique de cette violence envers les animaux. Et là, par exemple, la SPA est fondée en 1845, je crois. Voilà, on est en plein dans le même moment. La SPA, finalement, est née en même temps que la zootechnie. Donc on crée l'émergence de la machine animale en même temps du capitalisme dans l'usage des animaux, et puis voilà, des gens qui s'engagent contre la violence envers les animaux, et quelquefois c'est les mêmes. Hein. Quelquefois, parce que il y a des gens ordinaires et il y a des prolétaires qui défendent les animaux, mais ces associations de protection animale, elles sont tenues par des bourgeois, en fait, peut-être les mêmes qui sont actionnaires des mines, qui descendent les chevaux de mine. Quoi. Et donc ça, aujourd'hui, ça reste très vivace, parce que enfin, on a l'impression que voilà, 150 ans, c'est loin, le 19e siècle, c'est loin. En fait, quand on lit tout ça, c'est pas loin du tout. C'est vraiment pas loin du tout. On est dans les mêmes problématiques aujourd'hui, avec évidemment des choses nouvelles. Aujourd'hui, il reste ce qu'on appelle aujourd'hui le welfarisme, c'est-à-dire cette protection animale qui vise à pallier, en fait, et cela, donc, dès le 19e siècle, à pallier les effets de la violence industrielle envers les animaux. Donc voilà, la problématique du bien-être animal. Et puis, quelque chose là qui est nouveau, mais qui est lié directement à cette violence industrielle, c'est la position abolitionniste, donc issue des théories d'éthique animale dont je parlais, et là qui vise donc à supprimer l'élevage. Alors le bien-être animal, enfin je vais vous dire deux mots sur le bien-être animal, parce que alors, il est l'héritier, la problématique du bien-être animal est l'héritière de cette opposition entre violence industrielle et amour des animaux. Mais dans les années 60, en Angleterre, quand il y a eu l'apparition du livre Animal Machine de Ruth Harrison, voilà, ça génère un peu comme aujourd'hui les vidéos des abattoirs, ou comme le livre de Upton Sinclair sur les abattoirs au début du XXe siècle, ça génère des réactions sociétales. Et donc, voilà, il y a l'idée que, enfin, je renvoie au rapport Rambel qui a été écrit à cette époque-là, qui dit que voilà, les animaux doivent bénéficier de 5 libertés, la liberté de se mouvoir, etc. Et donc, il pose en fait une limite en
fait à la violence industrielle. Parce que voir que ces 5 libertés, liberté d'avoir de l'eau, liberté d'avoir un toit, liberté de se mouvoir conformément à l'espèce, c'est quand même pas à la lune, quoi. C'est le B à bas de l'élevage, en fait. Et donc, il soit nécessaire, dès les années 60, de dire que les animaux doivent être abreuvés correctement, qu'ils doivent pouvoir se mouvoir, etc. C'est, voilà, on mesure déjà que les animaux avaient une vie qui avait été passablement raccourcie, quoi. Et donc voilà, il y a ce mouvement en Angleterre, donc ce bien-être animal, et en France, c'est dans les années vraiment 80, en même temps que vraiment les systèmes industriels s'installent, vraiment, c'est-à-dire que les essais-erreurs, par exemple la filière porcine, dans les années 90-2000, c'est bon, c'est calé. Leur système est calé, évidemment, avec tous les risques qui existent dans ce genre de système, mais ils maîtrisent la production. Par contre, dans les années 80-90, il y a, en plus de la critique qui est faite à la violence industrielle contre les animaux, une critique aussi sociale, c'est-à-dire qu'il y a des sociologues à l'époque, sociopsychologues, qui mettent en avant le fait que cette intensification, comme on disait à l'époque, intensification, elle pénalise les causes de souffrance chez les travailleurs. Et ce qu'on peut remarquer quand on regarde comment ce processus historique, c'est que ces systèmes sont critiqués aussi d'ailleurs par des économistes qui disent qu'à long terme, ces systèmes ne sont pas viables. D'ailleurs, je pense que ça montre raison. Et donc en fait, voilà, il y a une triple critique, on peut dire, dans les années 80-90, à la fois sur la condition animale, sur la condition des travailleurs et sur la logique économique de ces systèmes à long terme. Et en fait, la critique, elle est prise en main par les biologistes, et ça devient le bien-être animal. Alors évidemment, c'est dérivé directement de l'animal welfare anglais, mais bon, ça aurait pu être autrement. Et donc, en fait, et je l'ai vu carrément en faisant des recherches sur le sujet, tous ces travaux sur la souffrance au travail, j'ai moi-même travaillé sur la souffrance au travail dans les années 2000, ils ont été mis au placard en fait. Donc il est plus resté que le bien-être animal pris en main par des biologistes et donc qui s'intéressent en fait clairement à la capacité des animaux à survivre dans ces systèmes. Donc à concilier, ce qui est toujours d'ailleurs la définition, l'objectif de cette problématique, concilier une condition animale acceptable, des conditions de vie acceptables pour les animaux et une acceptabilité sociale des consommateurs, puisque des citoyens, et une rentabilité évidemment du système. Et donc, ça explique la partie, la situation actuelle, c'est-à-dire que j'en suis à pourquoi on va faire de l'élevage, pourquoi, parce qu'on en est là, pourquoi on en est là, pour toutes ces raisons. C'est-à-dire que le bien-être animal qui aurait pu poser la question de la légitimité même de ces systèmes, c'est-à-dire que la critique, elle aurait pu poser un diagnostic radical sur ces systèmes. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a laissé supposer que ces systèmes étaient améliorables. Et d'ailleurs, elle continue. Donc, indirectement, notamment depuis une quinzaine d'années, cette problématique, elle sert en fait la durabilité des systèmes industriels. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans cette situation où, ce que je disais, l'élevage est critiqué par tous les bouts, alors qu'il s'agit le plus souvent de production animale, et qu'il n'y a pas, quelque part où se raccrocher du point de vue des systèmes de production. Parce que, il y a du bien-être animal, donc le bien-être animal est supposé dire que les animaux sont bien, et les gens, quand ils regardent des vidéos, ils voient bien que les animaux ne sont pas bien. Donc, comment penser un rapport de travail aux animaux dans cette nébuleuse de violence et de contradiction. Et donc, il y a des évolutions qui sont pas, du point de vue du bien-être animal,
qui vont toujours dans ce sens. Par exemple, en ce moment, l'alliance très nette entre la grande distribution et des associations de protection des animaux. Par exemple, Casino qui va s'allier avec le CIWF et d'autres associations pour faire un label bien-être animal avec des catégories ABCD, voilà, avec dans des systèmes très productifs, pas forcément industriels, mais voilà, pas forcément non plus pas industriels, arriver à concilier ça, une espèce de bien-être animal minimum et une persistance de ces systèmes industriels et intensifiés. Et donc, évidemment, face à ça, il y a toute la place pour le mouvement abolitionniste. Et donc, il y a le développement, voilà, bon, je ne vais pas m'attarder parce que vous le savez très bien, toute cette critique de la violence industrielle qui ne dit qu'il n'y a qu'une seule solution, qui est d'arrêter d'élever les animaux et même de les domestiquer. Alors, dans ces différences entre élever et produire qui sont dissoutes dans les critiques, parce que quand on parle d'élevage, ben justement, du fait que la zootechnie s'est imposée comme science de l'élevage, eh ben, il n'y a pas de théorie de l'élevage. C'est ce que j'essaie de faire depuis que je travaille, c'est-à-dire de poser des éléments d'une théorie d'élevage pour justement bien différencier ce que c'est qu'élever, ce que c'est que produire, pourquoi c'est pas la même chose et pourquoi il faut défendre l'élevage même si les systèmes industriels disparaissent. Pourquoi l'élevage est important? C'est déjà que les rationalités du travail ne sont pas du tout les mêmes. Ça, on le voit, puisqu'au XIXe siècle, justement, la zootechnie a fait en sorte de réduire les rationalités du travail à une seule, qui était la rationalité économique, en supprimant les rapports affectifs avec les animaux, les rapports intersubjectifs, et donc toute la question morale et esthétique. Alors qu'en fait, travailler avec les animaux, c'est d'abord travailler. Enfin, j'ai travaillé moi-même plusieurs années au laboratoire de psychologie du travail et de l'action au CNAM, donc sur la question du travail, de la souffrance au travail. Et travailler, quand on dit travailler, on a l'impression que c'est la contrainte, la corvée, etc. Travailler, c'est du ressort de la forcément pénible et tout ça. Alors, les travaux en sciences du travail montrent que travailler, voilà, ça renvoie à différentes rationalités. La première, c'est vivre ensemble. Le travail, c'est ce qui fait lien entre nous, entre les humains. Et on voit bien que les gens privés de travail, ils sont aussi évidemment privés de relations. Le travail permet de produire, mais il permet aussi et surtout de se produire, voilà, comme voilà, de mettre en action ses potentialités, enfin, tout ce que Marx d'ailleurs a très bien dit à propos du travail. Et donc, voilà, en élevage, c'est ça. En élevage, pour revenir à la question du travail, il se rappelait que travailler avec des animaux, c'est pas seulement produire, voilà, c'est vivre ensemble et avec des animaux, évidemment, c'est super important parce que les éleveurs, si on les interroge, les éleveurs, je parle des éleveurs, pas des producteurs, les éleveurs, la première des rationalités du travail qu'ils mettent en avant, c'est le vivre ensemble avec les animaux. S'ils sont éleveurs, c'est parce qu'ils veulent vivre avec des animaux. Et la meilleure façon de vivre avec des animaux, c'est de travailler avec eux et de tirer un revenu, évidemment, de la relation. Alors, on fait une petite parenthèse à propos des animaux d'élevage, parce que on fait souvent la différence, et comment les anthropologues notamment la font entre les animaux qui seraient dits de compagnie et les animaux de rente. Voilà. Il y aurait dans les animaux domestiques deux catégories d'animaux traités fort différemment. Voilà, il faut noter déjà que ce vocabulaire de domestique, de compagnie, de rente, tout ça, il y a des fois des gens qui mélangent un peu, qui décrivent par exemple le chien comme un animal domestique, mais pas la vache. Voilà. Donc les animaux domestiques, moi je pense que ça serait plus simple de les décrire par le fait qu'ils sont avec nous dans une relation de travail.
D'ailleurs, la domestication, à mon avis, c'est exactement ça, c'est une dynamique d'insertion des animaux dans le travail. Donc, si on dit que voilà, les animaux domestiques, c'est des animaux qui sont avec nous dans le travail, et là, il n'y a plus tant de différence que ça entre les chiens, par exemple, et les vaches. Entre un chien militaire, policier, berger, un chien d'assistance qui travaille, qui produit un service, et puis des vaches qui produisent des biens alimentaires. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble au travail. Pour revenir à cette idée qu'avaient les zootechniciens, de considérer les animaux par leur fonction. Et donc, du coup, des vaches peuvent être très bien traitées par leurs éleveurs et des chiens très mal traités par leurs propriétaires. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas le statut de l'animal, de rente, de compagnie qui fait que les animaux peuvent être bien traités et heureux avec les humains, mais c'est plutôt ce qu'on fait avec eux et la façon dont on fait. Et donc, voilà, si on considère dans ce processus-là de destruction de l'élevage qui reste aujourd'hui, c'est voilà, ces relations diversifiées avec les animaux domestiques et évidemment une grande part, en fonction des pays, plus ou moins portée sur à la fois par exemple le travail de fournisseurs d'énergie des animaux, par exemple dans les pays du Sud, puisque dans beaucoup de pays c'est le premier fournisseur d'énergie. Il y a énormément d'animaux de trait dans de nombreux pays. Mais en même temps, cet élevage, il reste aussi dans les pays industrialisés. Ce que je vous ai décrit, en fait, on pourrait dire que c'est un processus de destruction voilà, qui ressemble à une autoroute là, qui détruit tout sur son passage depuis 150 ans. Détruit les races, détruit les liens, détruit les savoir-faire, détruit les relations collectives aux animaux, parce que maintenant, voilà, il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler d'élevage et qui deviennent véganes. Mais en même temps, l'élevage n'a pas disparu. Heureusement, il n'a pas disparu. C'est pas parce que les industriels et les promoteurs des productions animales ne se sont pas efforcés qu'ils disparaissent, mais ils ont résisté à cette disparition et de manière très foisonnante. Enfin, on pourrait dire qu'il y a une espèce voilà, d'autoroute des productions animales et des tas de petits chemins vicinaux, là, tout partout, qui assurent la permanence d'un rapport de travail d'éleveurs qui permet la survie de l'élevage. Alors, c'est pas une évidence que l'élevage survive quand on discute avec les éleveurs, puisque dès le 19e siècle, il faut se rappeler que ce processus industriel, il a visé en fait à ne plus voir qu'une seule tête, quoi. Comme dans un champ de pesticides, voilà, une seule tête, une seule forme de rapport aux animaux. Et donc la résistance des paysans a été extrêmement dure, à la fois pour garder leur race, pour sauvegarder leur savoir-faire, pour résister à toutes les pressions, comme là par exemple les pressions au puçage des animaux, tout ce qui concerne l'obligation d'aller dans des abattoirs qui ne conviennent pas aux éleveurs, etc. Alors, là, dans ce contexte-là, on est aujourd'hui en fait à une croisée des chemins. Enfin, après voilà, 10 000 ans de domestication, 150 ans d'industrialisation de l'élevage, on est à une croisée de chemin où soit on suit les abolitionnistes et on va vers une agriculture sans élevage, soit on refait de l'élevage. Mais vraiment, moi je pense que c'est un choix absolument crucial aujourd'hui, qui va avec en fait un choix sur la pérennité d'une relation de domestication avec les animaux. Parce que ce qui nous paraît naturel d'avoir vécu avec les animaux, évidemment, je pense que la plupart d'entre nous, même tous, on est nés avec des animaux dans notre environnement, donc ça paraît naturel. En fait, c'est pas du tout naturel, évidemment, parce que c'est le résultat du travail à la fois des humains de nouer des liens de travail avec les animaux, et des animaux de rentrer dans notre monde et d'être avec nous dans des rapports de travail. Donc ça n'a rien de naturel,
c'est même, je pense, quelque chose d'assez extraordinaire si on le regarde de près. Une espèce de petite sortie de l'évolution darwinienne. Ça ne s'était pas écrit que les humains allaient devenir des humains avec les animaux. C'est ce qui s'est passé. C'est grâce aux animaux qu'on est devenus humains. C'est grâce à cette rencontre avec les animaux que peut-être on en a changé le trajet de l'évolution de l'homme. Et donc, voilà, ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce choix. Alors, il est d'autant plus important que cette promotion de l'agriculture sans élevage, elle arrive à un moment. Parce que si on se dit justement, pourquoi maintenant, pourquoi cette critique des systèmes industriels maintenant, alors que voilà, en théorie ils existent depuis 150 ans, mais en pratique depuis 50 ans. Donc voilà, à moins d'être très jeune, on a les moyens depuis fort longtemps de savoir que les systèmes industriels existent. Et pourtant, là, on entend les journalistes, les journaux, les médias, tout ça, qui s'étonnent, qui découvrent les systèmes industriels, qui découvrent les abattoirs. Moi, pour le coup, ça m'étonne, parce que personnellement, déjà, moi, ça fait 20 ans que j'écris pour déconstruire ces systèmes industriels et montrer leur violence et leur nocivité. Et là, voilà, et puis, bon, je suis évidemment pas la seule, donc il y a tout un travail de fait pour montrer ces systèmes et ce qu'ils sont, et d'un seul coup, voilà, les journaux, Le Monde, Libération, les radios, voilà, s'intéressent aux animaux, découvrent les animaux, découvrent leur système industriel. Alors, personnellement, j'ai envie de dire à tous ceux voilà, qui ont au moins 40 ans, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant, quoi? Où est-ce qu'ils regardaient? Ils ne se sont jamais interrogés sur ce qu'ils mangeaient. Il faut qu'on leur mette les points sur les i, comme les enfants, on leur mette des images pour qu'ils s'interrogent un peu. Ça paraît très surprenant. Et donc, mon analyse, c'est que, en fait, c'est pas cette découverte, cette révélation des systèmes industriels, donc qui n'est pas une révélation, je le dis, puisque tout le monde avait les moyens de savoir ce qui se passe dans ces systèmes industriels, sans avoir besoin des vidéos de 214, c'est que ça correspond à une autre alternative que l'élevage, qui est l'agriculture cellulaire. Juste deux mots, je pense que vous pouvez le connaître, c'est que dans le fil de ces productions animales qui consistent à produire de la matière animale à partir des animaux, on arrive maintenant, du fait des technologies, du fait des puissances financières à l'œuvre dans ce processus, à pouvoir produire de la matière animale sans les animaux. C'est l'agriculture cellulaire, ça concerne les animaux, mais ça concerne aussi les plantes. Il y a des startups qui travaillent à produire des plantes non plus à partir de la graine, mais à partir des cellules. Mais pour ce qui concerne les animaux, évidemment, le processus est largement entré, largement démarré, puisque, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'administration américaine a dit qu'il n'y avait pas de problème réglementaire pour la vente de la viande in vitro. Voilà, il suffisait que le ministère de l'Agriculture américain contrôle l'étiquetage des produits, tout ça, que le truc sanitaire contrôle comment les petites cellules se multiplient et si tout va bien. Et voilà, ça ira bien. Il n'y a pas de problème pour mettre ces produits sur le marché et il n'y a pas besoin de cadre réglementaire spécifique. Voilà, donc après 150 ans d'industrialisation, on arrive en fait, moi ce que je pense que je décris comme le stade ultime des productions animales, c'est de se passer de l'animal entier et dans une dynamique qui vise à creuser toujours plus profond, parce que c'est ça les productions animales, c'est un truc d'extraction. On extrait à partir de l'animal et maintenant on en est à extraire à partir de la cellule. Peut-être que le stade suivant, ça sera extraire à partir de l'ADN. D'ailleurs, c'était un peu déjà le cas pour faire
du lait à partir de levures modifiées, qui sont modifiées donc, sur l'ADN. Enfin, donc voilà, on est dans le processus biotechnologique qui sont capables de faire ce qu'ils prétendent faire, à savoir voilà, produire de la matière animale sans les animaux, et ils le font évidemment avec tous les arguments que j'ai décrits, c'est-à-dire que voilà, la viande c'est mauvais, l'élevage c'est mauvais pour la planète, la viande c'est mauvais pour la santé, tout ça est pénible pour les animaux, même terrible, etc. Donc voilà, heureusement, comme au XIXe siècle, la science et l'industrie arrivent, s'allient pour voilà, produire un autre type d'agriculture avec l'idée que, enfin, avec l'affirmation qui est un peu ironique par rapport aux productions animales, c'est que les productions animales, elles se sont imposées au XIXe siècle en disant aux paysans que vous êtes des archaïques, tout ce que vous faites c'est obsolète, tout ça c'est vieux, il faut changer, il faut être moderne, voilà. Et la critique est faite actuellement, les mêmes critiques aux productions animales. Elles sont taxées d'être archaïques, obsolètes, et donc à dégager. Voilà. C'est ce que disent d'ailleurs, c'est ce que dit quelqu'un qui s'appelle Joshua Titry, qui est le directeur d'une start-up qui fait des substituts aux produits animaux, qui dit voilà, alors non pas ce système est obsolète, mais il dit on va rendre ce système obsolète. C'est effectivement ce qu'ils font, c'est-à-dire de montrer l'obsolescence des productions animales et donc la nécessité de leur remplacement par leurs propres produits. Et évidemment, voilà, ça engage, mais comme au XIXe siècle, hein, à la fois la science et l'industrie, mais aussi évidemment l'argent. Là, il y avait de l'argent en jeu au XIXe siècle quand toute cette histoire a commencé. Il y en a eu au XXe siècle, mais là au XXIe, c'est pas trois picaillons. C'est ceux qui investissent dans ce domaine, c'est les multinationales, les plus grosses multinationales, c'est les milliardaires, c'est les fonds d'investissement. Voilà, en fait, c'est les individus et les structures les plus riches de la planète. Et donc, effectivement, ça avance très vite. C'est pour ça que cette autorisation in vitro par les Américains, voilà, c'est plus qu'un signal, quoi. Donc, il y a des startups un peu partout dans le monde là, qui travaillent sur cette viande in vitro. Et donc, on est vraiment en ce moment avec une collusion d'intérêts très forte entre ces startups qui visent évidemment un marché planétaire. Parce qu'il faut imaginer McDonald's qui vend la viande in vitro, c'est le jackpot. Et puis, toutes ces associations de libération animale qui visent aussi à une agriculture sans élevage. Donc, ça fait une collusion d'intérêts. Je ne dis pas une collusion financière, mais qui sait, collusion d'intérêts pour se débarrasser de l'élevage. Parce que, évidemment, c'est de ça dont il est question. Il est question, en vérité, de se débarrasser des productions animales, puisque ce qui est nuisible pour la planète et tout ça, voilà, c'est les productions animales. Mais par contre, évidemment, comme personne ne fait la différence, ni la FAO dans ce rapport, ni évidemment les scientifiques qui commencent tous leur papier sur la viande in vitro en disant combien en fait ils sont les héros du monde moderne au secours de la planète et des animaux, parce qu'ils commencent comme ça, avant de décrire leur petite manip. Évidemment, voilà, tout ça fait que ça fait là aussi une autoroute, super autoroute qui va dans un seul sens. Et il reste toujours les mêmes, c'est-à-dire ces éleveurs qui essayent de sauvegarder l'élevage. Alors donc voilà, je pense qu'on est à ce stade où on a le choix entre la suite de l'industrialisation, parce que vraiment ce qui arrive c'est vraiment la suite de ce qui précède, c'est pas du tout une révolution comme ils disent, une révolution majeure, pas du tout, c'est le même esprit extractif voilà, qui est à l'œuvre avec des puissances d'argent, de la science, voilà, c'est exactement les mêmes acteurs en fait. Voilà. Ou alors, voilà, nous on suit cette autoroute calamiteuse parce que, enfin, juste noter que la viande in vitro, elle se présente comme de la viande déjà, bon évidemment ce qu'elle n'est pas, mais en plus, enfin moi ce qui me paraît le plus énorme dans tout ça,
enfin bon, ça sera un peu long, mais tout ce processus, en fait, c'est une destruction du travail paysan. En fait, moi, ce que je décrirais comme un travail vivant, c'est-à-dire que quand on travaille avec les animaux, c'est un travail vivant qui fait circuler la vie, quoi, qui est fondé sur la vie. Déjà avec les systèmes industriels, c'est plus la vie justement, c'est le vivant biologique, c'est la truie dans son machin, qui on extrait voilà, les porcelets. Là on arrive à un nouveau stade qui est carrément le travail, enfin, le travail du mort en fait, parce que ces cellules multipliées, cellules vivantes biologiques, effectivement, c'est du vivant, une cellule c'est du vivant, mais c'est du mort en fait, subjectif. Quand les gens me disent, par exemple, ah, c'est super, mais alors on aura la viande, on ne tuera plus d'animaux, ben, il faut se rappeler que, oui, il n'y aura pas de mort, mais s'il n'y a pas de mort, c'est parce qu'il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, il n'y a que ce qui est vivant qui meurt. Évidemment, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et donc, qui se prépare pour notre alimentation, en fait, moi, c'est décrit comme du mort vivant, du vivant biologique, mais du mort subjectif. Et donc, c'est beaucoup, enfin moi je pense que c'est beaucoup plus grave, que même ce qu'on peut lire à propos de la gravité de ces orientations. Parce qu'on se nourrit, on incorpore des produits animaux, des végétaux, tout ça, mais pour faire circuler la vie, pour être vivant. Donc c'est du vivant c'est du vivant, mais qui a vécu, voilà, effectivement, qu'on a arraché de la terre, qu'on a tué, qui fait circuler la vie. Alors que la viande in vitro, c'est mort, il n'y a pas de vie, on va gérer les morts vivants. Et donc il y a ce choix-là, qui est relativement un choix, hein, parce qu'en fait, à la fois, on est pris en tant que, je veux dire, citoyen ordinaire par ces pratiques de l'élevage, en fait, des productions animales, via ces vidéos massivement diffusées sur les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà ces nouvelles technologies là, qui vont arriver rapidement dans nos assiettes. Et donc, voilà, la seule alternative à cette poursuite de la destruction et de nos liens animaux et de la vie, c'est ça, effectivement, de refaire de l'élevage. Alors, refaire de l'élevage, c'est pas revenir 50 ans en arrière, c'est le mini 100 ans. En fait. Le fait que l'élevage, jusqu'à présent, je parle d'élevage, de vrai élevage, il est dans les mains des éleveurs. Et là, compte tenu de l'évolution de relations collectives aux animaux, il faudrait le partager. Il faudrait partager la responsabilité des animaux avec les consommateurs et les citoyens. Par exemple, je suis sur une thématique sur l'abattage des animaux à la ferme. Et bien oui, l'abattage à la ferme, ça permet ça. Ça permet que l'abattage des animaux ne soit pas dans un lieu opaque, on ne peut pas rentrer, on ne peut rien savoir, etc. Mais un abattage à la ferme, ben, c'est par exemple un éleveur qui reçoit un abattoir mobile, je ne sais pas, mardi, pour tuer son cochon, ben, il peut dire à ses consommateurs, et un mardi, il y a le camion qui vient, si vous voulez venir, voilà. Ça change complètement la responsabilité des consommateurs. Donc si on propose ça à un consommateur, ben, il est bien conscient qu'on va tuer un animal pour le nourrir. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Voilà, c'est pas... c'est d'ailleurs, je ne veux rien savoir. Et d'autre part, il y a évidemment quelque chose qui doit profondément changer, c'est nos relations aux animaux, et c'est la place des animaux dans le travail. C'est quelque chose sur quoi je travaille depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire, voilà, quelle est la place des animaux dans le travail, avec la question, est-ce qu'ils collaborent au travail, et voire plus même, est-ce qu'ils travaillent. Et donc, voilà, en changeant de focal sur la relation aux animaux, on peut complètement revisiter les systèmes d'élevage, les systèmes de production, en se disant quelle place on va faire aux animaux dans le travail. En considérant que le travail en élevage, c'est une interface entre deux mondes. C'est d'un côté le monde des animaux, alors les animaux dans leur monde, les vaches, les cochons, les chiens, les chevaux, ils sont dans leur monde de vaches, de chiens, de cochons,
qui est particulier, qui est spécifique à leur espèce et spécifique à leur propre personnalité. Et puis, il y a le monde des humains avec qui ils travaillent. Donc, on travaille dans l'interface entre des mondes, en fait, des mondes animaux et un monde humain. Et c'est dans cette interface qu'on travaille ensemble. Dans cette interface, voilà, il faut réfléchir à qu'est-ce que les animaux font, pourquoi, comment, et comment travailler avec eux plutôt que contre eux. Voilà ce qu'on fait actuellement dans le système. Et donc ça pose en fait la question voilà, en fait, plus largement, enfin, la question du travail est centrale dans nos relations animaux domestiques. Et donc, soit on prend la question du travail au sérieux, et on pose à la fois la question de la mort et la question de la place des animaux dans le travail, avec une question comme ça, dérangeante de l'engagement des animaux dans le travail. C'est deux mondes. Ces deux mondes, soit on les articule, soit on laisse de côté. On a travaillé avec mes collègues sur ces rapports des animaux au travail, et avec des chiens, avec des chevaux, avec des éléphants dans les cirques et tout ça. Et on a montré effectivement qu'il y a dans le travail un rapport subjectif et un investissement des animaux au travail, même chez les vaches, même chez les cochons. Et donc voilà, il faudrait aller chercher là comment transformer le travail avec les animaux pour en fait garder l'essentiel, c'est-à-dire garder nos relations d'animaux, garder tout ce qui nous apporte d'intelligence et de façon de voir le monde, parce que c'est ça qu'on a en élevage. Et puis j'ai été éleveur moi-même, alors je sais personnellement que les animaux nous ouvrent à des mondes différents. Donc, on rentre dans des mondes dans lesquels on ne serait pas entré en vivant sans animaux. C'est probablement ce qui a fait la durabilité des relations de domestication. C'est le fait que voilà, un humain, il est augmenté par les animaux. D'ailleurs, il n'est pas humain sans les animaux, mais il est augmenté par les animaux, alors que là, on s'oriente vers une société où l'humain il sera diminué des animaux et augmenté des machines. Parce que bon, je ne développe pas, mais tout ce système, ça va aussi avec une éviction des animaux domestiques, comme les chiens, tout ça, et le développement des robots. Déjà, on voit des chiens remplacés par des robots. Voilà, c'est soit un monde technologisé et robotisé avec un humain désanimalisé, on va dire, mais par contre enrichi de la machine. Parce que ce qu'on appelle l'homme augmenté aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme augmenté de la machine, personne ne souligne que c'est déjà un homme diminué des animaux qui se prépare. Donc en fait, voilà. Enfin, la question, refaire de l'élevage, pourquoi, comment, avec qui, c'est pourquoi, parce qu'il a été détruit, et qu'il subsiste. Et comment, c'est en sachant ce qui se passe, déjà, en comprenant le processus dans lequel on est, un processus inédit. Je pense que vraiment, on n'a pas été confronté à ça jusqu'à présent. C'est complètement nouveau. Et avec qui, justement, avec des acteurs nouveaux que sont les animaux qui n'ont pas été pris en compte, et puis voilà, des liens entre tout le monde, donc qui re-questionnent évidemment tous les métiers. Par exemple, le métier de vétérinaire qui est complètement re-questionné actuellement. Voilà, considérant par exemple dans les écoles vétérinaires, en ce moment j'ai entendu qu'il y avait de plus en plus d'étudiants véganes qui ne voulaient pas faire de la rurale, ni aller dans les abattoirs, etc. Donc évidemment, pérenniser l'élevage, ça passe aussi par un engagement de vétérinaires. Voilà, je vous remercie.